Hong Kong, novembre 2014. Dans le quartier huppé de Wan Chai, au 31e étage d'une tour de verre, un homme passe un coup de fil à la police. Sa voix est calme, presque détachée. « J'ai fait quelque chose de terrible », dit-il au téléphone. Quand les policiers pénètrent dans l'appartement de ce luxueux gratte-ciel, ils découvrent une scène qui hantera leur nuit pendant des années. 2 femmes, 2 vies brisées, 2 familles détruites. Bienvenue dans l'histoire de Rurik Juting, surnommé Hong Kong Psycho. Bienvenue dans Eastbound, le podcast qui explore les crimes, les mystères et les zones d'ombre de l'Asie. Je suis Sébastien Lebelzik, journaliste. J'ai vécu plus de 20 ans en Asie. Et dans cet épisode, je vais vous raconter une histoire que personne ne veut entendre. Une histoire vraie, une histoire qui n'est pas terminée. Je vous emmène d'abord à Gangdung Manggu, à Java central, en Indonésie. Un village où le temps semble suspendu. Des rizières à perte de vue, des maisons modestes, une communauté soudée par la pauvreté et par l'entraide. C'est ici que naît Suharti Ningyi en 1991. Son enfance ressemble à celle de milliers d'autres jeunes indonésiennes. Pas de luxe, mais une famille aimante. Des parents agriculteurs, un frère, Mohammad, une sœur aînée, une vie simple rythmée par les récoltes et les saisons. À 19 ans, Suharti tombe enceinte, un garçon. Il s'appelle lui aussi Mohammad, comme son oncle. Le père disparaît presque aussitôt. C'est souvent le quotidien de ces jeunes femmes en Asie du Sud-Est, où les hommes, par lâcheté, abandonnent souvent leur enfant né hors mariage. Suharti se retrouve donc seule avec un enfant à nourrir et aucun moyen d'y parvenir. Autour d'elle, elle voit des femmes partir, Singapour, Hong Kong, la Malaisie. Elles reviennent avec de l'argent, avec des promesses d'avenir. Alors Suharti prend une décision déchirante. Elle aussi va partir. Elle aussi va quitter l'Indonésie. En 2010, à seulement 19 ans, elle laisse son bébé à ses parents et s'envole pour Hong Kong. Un visa de travailleuse domestique en poche. Les petites bonnes de Hong Kong sont presque toujours de jeunes Indonésiennes et Philippines venues des campagnes. Elles sont près de 400 000, comme elle, à travailler à Hong Kong, soit 5% de la population locale. Mais ce sont des citoyennes de seconde zone, mal payées, maltraitées. Elles dorment souvent sur des nattes à même le sol et envoient tout leur argent, ou presque, à leur famille restée au pays. Toutes, comme Suharti, ont en commun le rêve d'une vie meilleure. Là-bas, à Hong Kong, la capitale financière de l'Asie, elle se fait appeler Alice. Un prénom plus facile à prononcer pour les employeurs. Un prénom qui efface un peu de son identité pour mieux s'intégrer. Pendant 3 ans, elle travaille, elle envoie de l'argent.
3 millions de roupies un mois, 6 le mois suivant, soit entre 150 et 300 € les bons mois. Chaque virement est une promesse tenue, un sourire sur le visage de son fils. Mais en 2013, elle rentre épuisée. Le travail domestique broie les corps et les âmes, elle veut autre chose. Elle s'inscrit donc dans une école de DJ, un rêve un peu fou pour une fille de son village, être DJ dans une boîte de Hong Kong. Elle finit par rentrer chez elle, mais quelques mois plus tard, à court d'argent, elle repart, cette fois avec un simple visa touristique. Elle promet à sa famille de revenir en novembre, mais elle ne reviendra jamais. À 1000 km de là, dans le sud-est de Sulawesi, également en Indonésie, une autre femme trace un chemin similaire. Elle s'appelle Senang Muazi. Elle est née en 1984. Elle aussi connaît la pauvreté, elle choisit elle aussi l'exil. En avril 2006, à 22 ans, elle arrive à Hong Kong. Elle se fait appeler Jessie Lorena. Un autre prénom d'emprunt, une autre identité de survie. Senang est décrite par sa famille comme une femme très belle, à l'intérieur comme à l'extérieur, très généreuse, toujours prête à aider les plus démunis. L'argent qu'elle gagne, elle le partage. Mais quand son visa expire, elle refuse de rentrer définitivement. Elle revient en Indonésie, mais brièvement, puis elle repart à Hong Kong, cette fois sans visa légal, dans la clandestinité. Ce que sa famille ignore, c'est que Senang a changé d'activité. Elle ne travaille plus comme domestique. Fin octobre 2014, Senang et Suarti ont un point commun. Elles fréquentent toutes les deux un bar de Wan Chai, le quartier chaud de Hong Kong. Le Makati Pub and Disco, sur Lockhart Road. Et c'est là qu'elles vont croiser le regard d'un homme. Rurik Juting, né à Londres en 1985 dans un milieu privilégié. Enfant brillant, il intègre le Winchester College, l'une des écoles les plus prestigieuses d'Angleterre. Puis il entre à Cambridge, histoire et droit, mention, félicitations, un parcours sans faute. En 2008, il est embauché par Barclays, puis par Bank of America Merrill Lynch. Il monte rapidement les échelons, son salaire atteint des sommets, plus de 350 000 $ par an avant les bonus. En 2013, il est muté à Hong Kong, et comme la plupart des expatriés, il s'étourdit d'argent. Il loue un appartement luxueux au 31e étage d'une tour de Wan Chai. Vue imprenable, loyer astronomique, une vie de rêve, en tout cas en apparence. Mais derrière la façade, quelque chose se fissure. Juting souffre de dépression chronique. Il boit, il se drogue, cocaïne, alcool, cocktails exotiques qui rongent son équilibre mental. Ses collègues remarquent des absences, des comportements étranges, il cesse de se raser, arrive en retard au bureau, puis il ne vient plus du tout. En octobre 2014, il est en arrêt maladie, officiellement pour dépression. Officieusement, il a déjà sombré. Il passe ses journées enfermé chez lui. Il regarde des films violents, des vidéos pornographiques extrêmes, des documentaires sur les tueurs en série. Il prend des notes.
Il invite des prostituées chez lui qu'il va choisir dans les bars de Wan Chai, à une encablure de son appartement. Il lui suffit de descendre de son penthouse, de marcher quelques minutes et toute la luxure du monde lui tend les bras. Plusieurs de ses filles témoigneront plus tard de son comportement inquiétant. Certaines refusent de revenir le voir, mais 2 femmes n'auront pas cette chance. 25 octobre 2014. Suarty, alias Alice, accepte de monter chez Rurik Juting. Il lui a promis une somme importante. Elle a besoin d'argent, alors elle accepte. Ce qui se passe dans cet appartement durant les jours suivants ne peut être décrit qu'avec horreur. Suarty est séquestré, battu, torturé. Jutik filme une partie de ses actes sur son téléphone portable. Il parle à la caméra expliquant calmement ce qu'il fait, comme s'il commentait une recette de cuisine. Dans l'une de ses vidéos, on l'entend dire « Je me sens puissant ». Suarty meurt après plusieurs jours d'horreur. Son corps est découpé, enfermé dans une valise, puis abandonné sur le balcon de l'appartement. Juting ne panique pas, il nettoie, il continue sa vie, il commande de la drogue, il boit et il sort. Puis début novembre, il retourne au club Makati. Senong, alias Jessie Lorena, est là ce soir. Juting l'aborde, ils discutent, elle accepte de le suivre, elle ne se doute de rien. La plupart des hommes avec qui elle passe la nuit sont comme Rurik, des paumés, alcoolisés et terriblement seuls pour la plupart. De surveillance de l'immeuble, les films entrant ensemble dans l'ascenseur vers 3 heures du matin. Peu après, Senong envoie des messages à ses amis. Elle dit qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle veut partir, que cet homme lui fait peur, mais elle ne donne pas l'adresse. Ce sont ses derniers mots. Cette nuit-là, Juting la tue, rapidement cette fois, violemment. Contrairement à Suarty, Senong n'a pas été torturé pendant des jours, mais sa mort n'en est pas moins brutale. Juting cache son corps dans la salle de bain, puis il s'assoit, il boit, il réfléchit, et le lendemain matin, il appelle la police. « J'ai fait quelque chose de terrible », dit-il. Terrible, le mot est faible. Les policiers de Hong Kong arrivent rapidement sur place. Ils s'attendent à une dispute domestique, peut-être une agression. La ville est connue pour être l'une des plus sûres d'Asie. Mis à part les bagarres à la sortie des boîtes de nuit, des accidents de la route et des règlements de compte entre triades rivales, il ne se passe pas grand-chose à Hong Kong. Moins de 20 meurtres par an, tous résolus. Les flics ne sont donc pas préparés à ce qu'ils vont découvrir. Dans la salle de bain, ils trouvent le corps de Senong Muasi. Dans une valise, sur le balcon, celui de Suarty Ningyi, en état de décomposition avancée. Les enquêteurs trouvent aussi des vidéos, des dizaines d'heures de vidéos. Juting se filme, explique ses actes, théorise sur ses pulsions, il parle de lui à la 3e personne, il se voit comme un personnage de film. L'affaire fait immédiatement la une des journaux. À Hong Kong, l'indignation est totale. En Indonésie, c'est la colère.
11 novembre 2014, Parc Victoria à Hong Kong. 200 travailleurs indonésiens se rassemblent sous le soleil. Ils portent des t-shirts avec les photos de Senang et Suarti. Des pancartes réclament justice. Ils prient en silence, ils pleurent, ils se serrent les coudes. Le même jour, les corps des 2 femmes sont rapatriés en Indonésie. À l'aéroport de Jakarta, les familles attendent. Quand les cercueils apparaissent, les cris de douleur résonnent autour du tarmac. Suarti est enterré au cimetière de son village de Sedomore, Senang au cimetière de Gandung Manggu. 2 villages, 2 familles brisées, 2 vies volées. Le procès de Rurik Juting s'ouvre en 2016. Ses avocats plaident l'irresponsabilité pénale. Ils invoquent des troubles mentaux, dépression, personnalité narcissique, dépendance aux substances. Ils demandent une réduction de peine. Mais les preuves sont accablantes. Les vidéos montrent un homme conscient de ses actes, calculateur et froid. Les familles des victimes assistent au procès, elles écoutent les détails insoutenables, elles voient les photos, elles entendent les experts psychiatres débattre de la santé mentale du meurtrier. Elles veulent simplement que justice soit rendue. Le 8 novembre 2016, le verdict tombe. Rurik Juting est reconnu coupable du meurtre de Senang Muazi et Suarti Ninggi. 2 peines de prison à perpétuité. Dans la salle, certains applaudissent, d'autres pleurent. Les familles restent silencieuses, le visage figé. La justice a été rendue, mais rien ne ramènera leur fille. Suarti Ninggi avait 23 ans, Senang Muazi en avait 30. Elles n'auraient jamais dû mourir dans cet appartement de Hong Kong. Elles auraient dû vieillir, voir leurs enfants grandir, rentrer au village un jour avec assez d'argent pour vivre dignement. Mais elles faisaient partie des invisibles. Des millions de travailleuses migrantes qui quittent leur pays pour survivre, qui nettoient, cuisinent, élèvent les enfants des autres, qui envoient de l'argent à leur famille tout en sacrifiant leur propre bonheur. Et parfois, elles disparaissent, dans des appartements, dans des bars, dans des chambres d'hôtel. Parfois, personne ne les cherche. Cette fois, le monde a entendu leur nom, parce que leur meurtrier était riche, parce qu'il était blanc, parce que l'affaire était spectaculaire. Mais combien d'autres Senang, combien d'autres Suarti ont disparu sans que personne ne s'en soucie? Rurik Juting purge sa peine dans une prison de Hong Kong. Il aura peut-être une chance de liberté conditionnelle dans quelques décennies. Senang et Suarti, elles, ne reviendront jamais. Que leurs âmes reposent en paix et que leurs familles nous rappellent que derrière chaque travailleuse migrante, il y a une vie, une famille, un rêve. C'était Eastbound. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Surtout les amis, si vous voulez trembler, abonnez-vous.